Je vais commencer avec une question qui porte sur le nom, votre nom propre. Donc je me demandais si votre nom propre portait un sens, si vous avez dû transformer votre nom un peu, et comment est-ce que d'abord vous prononcez votre nom vous-même? Mon nom c'est Kong et le prénom Unja. Kong c'est le nom coréen n'a pas de sens proprement. C'est plutôt ça traduit l'origine de quelle région. Donc Kong c'est d'une région qui s'appelle Jinju. Jinju c'est la perle, le sens, parce que la région a un sens, le nom de la région. Donc mon nom, si on peut traduire, c'est d'une région dont le nom signifie la perle. Sinon, mon prénom Unja, c'est l'argent comme métal. Mais en français, ça fait l'argent comme monnaie aussi. Donc c'est pas mauvais non plus. Mais c'est le métal, l'argent. Mais en français, il n'y a aucune transformation ni déformation. Et j'utilise mon nom de naissance comme je l'avais. En Corée, tous les prénoms ont un sens. Et puis, on attache beaucoup d'importance au sens des prénoms. Donc souvent, il arrive qu'on change en cours de sa vie le prénom, normalement avant l'école primaire, parce que le prénom n'est pas bon et ça ne va pas porter chance. Donc ça fait partie de la superstition, mais ça n'empêche que on accorde beaucoup d'importance au prénom. Et dans mon roman Teman, je l'ai choisi bien sûr pour représenter son caractère paresseux, mais en fait on peut aussi phonétiquement interpréter un prénom et puis après analyser son sens. Donc c'est ce que j'ai fait dans mon roman. Et par contre après le changement de son nom, quand il est devenu moine, quand il change de nom, ça fait partie de la loi religieuse. C'est la règle religieuse qui est tout le monde qu'on change le prénom, parce qu'il y a une coupure entre le monde de bas, comme ils disent, et puis le monde religieux. Donc on ne peut pas garder le prénom qu'on avait dans le monde. Et quand on monte ils disent monter, quand ils montent dans un temple et dans la montagne, il faut porter un nom propre à ce monde religieux. Ça me fait penser au rôle de la religion dans les deux livres, Le Bonze et la femme transie et Les Promis. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur votre expérience peut-être avec la religion en Corée et puis ici en France? En fait, oui, j'ai quelques expériences religieuses. Je dis au pluriel parce que ma famille est bouddhiste de tradition. Et moi, quand j'étais collégienne, je fréquentais une église protestante. Et j'ai été introduite par une amie. Et je suis allée voir comment c'était. Et puis quand je suis entrée dans la nef, j'ai eu une espèce d'inspiration très forte, je dirais pas de l'esprit, mais j'ai tout de suite eu une émotion très forte. Donc, j'ai fréquenté l'église pendant 2 ans, je crois. Mais j'aimais ni le pasteur ni les fidèles qui fréquentaient la même église, parce que le pasteur cherchait trop l'argent, comme un peu les moines. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'en Corée, je crois que c'est en Asie en général, c'est comme ça. La ferveur religieuse se traduit par les dons matériels. Donc c'est les églises ou les temples s'enrichissent énormément, comme je le raconte d'ailleurs dans mon roman. Donc les religieux, au lieu de s'occuper de l'essentiel spirituel, ils s'attachent beaucoup aux biens matériels.
J'aimais pas du tout ça. C'est pas ce que je suis allée chercher dans une église ni dans un temple. Mais par contre, au temple, j'allais en touriste. Même si ma famille était bouddhiste, moi, j'allais en touriste pour voir le paysage et puis peut-être m'imprégner un peu de ce calme. Mais jamais vraiment j'ai pratiqué la religion bouddhique. Mais après, quand je voulais prendre comme sujet de mon roman le bouddhisme, je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien du bouddhisme, même si j'ai grandi dans la culture bouddhique. Donc j'ai dû étudier pendant 2 ans exclusivement le bouddhisme pour pouvoir placer mes personnages dans le cadre bouddhique parce que je ne voulais pas raconter des parodie. Donc j'ai étudié la vie monastique, l'essentiel du bouddhisme, les enseignements bouddhiques. C'est après, c'était très très facile de placer mes personnages, comme j'avais une idée de leur développement. Donc mais quand même, il m'a fallu étudier sérieusement le bouddhisme. Donc avant de connaître vraiment le bouddhisme, je dirais pas vraiment bien connu, mais j'ai connu le christianisme avant le bouddhisme. Et à quel moment est-ce que vous avez pu partir en France, venir en France pour la première fois? C'était après la faculté. Après, j'ai fait donc la licence de littérature française. Et après, je suis partie en France pour continuer mes études en maîtrise. Mais en Corée, c'était pareil pour la licence. Il y avait deux professeurs de français d'origine française. Mais comme ils s'adaptaient à notre incompétence en français, ils utilisaient un vocabulaire très pauvre, ils parlaient très lentement. En Corée, quand je parlais avec eux, tu comprenais tout ce qu'ils me disaient et tu servais d'interprète pour mes camarades. Je croyais que j'étais excellente en français. C'était bon, j'avais qu'à venir en France et m'inscrire en maîtrise pour faire un mémoire sans problème, après un doctorat, et puis après je vais écrire en français, j'aurais tout. Et non, quand j'ai débarqué à l'aéroport de Charles de Gaulle, je ne comprenais pas ce qu'on me disait, parce que je devais changer l'avion pour aller à Lyon. Et je ne comprenais pas un seul mot de ce qu'on me disait. Donc là, c'était un choc total et je suis repartie de zéro. Je m'étais même posé la question si j'avais bien fait de venir en France. J'étais tellement... vous voyez un peu, on était sûr de soi et tout, et puis on est à plat. Du jour au lendemain. Donc vous n'êtes pas reparti? Non, je suis restée. Et à ce jour, vous avez un doctorat en littérature française et comparée. Non, mais en fait, le doctorat, c'était pas mon objectif ultime. Mais il fallait que je le fasse, d'abord parce qu'il fallait m'assurer d'un avenir au cas où je ne serais jamais publiée, parce que ça arrive souvent. Et il fallait gagner sa vie si on ne voulait pas dépendre de l'éditeur aussi, par exemple, si le livre ne se vend pas. Et puis surtout, le temps d'apprendre le français, il fallait faire quelque chose. Mais bon, et si on erre dans des stages linguistiques, ça c'est pour travailler après dans le tourisme ou dans les affaires. C'est pas pour écrire en français. Donc, il fallait entrer dans la littérature vraiment profondément. Et comme j'avais beaucoup d'acquis déjà en Corée, j'avais lu tout seul beaucoup de livres en français, donc j'avais le vocabulaire suffisant. Et c'est ce qui manquait en fait en France, c'était l'oral et l'oreille. C'était ça. Donc, comme j'avais un vocabulaire suffisant et la grammaire, quand je suis restée 3 mois ou 4 mois, après ça allait tout de suite. C'est-à-dire le temps de m'habituer à l'oreille et puis un peu de m'habituer à m'exprimer à l'oral. Mais après, c'était très très rapide l'évolution. Tout le monde s'étonnait parce qu'au début, je balbutiais et tout. Et puis ça allait très très vite, ça progressait très très vite. Donc les gens s'étonnaient. Mais c'était ça en fait. J'avais des bagages solides. On
moi et que je n'avais pas pu exprimer au départ. Mais le doctorat, bon, c'était bien de l'avoir fait, mais bon, c'est le temps d'apprendre le français. Est-ce que vous avez vécu à Paris à un moment donné? Non, Non. non, parce que c'était en raison. Je voulais aller d'abord à Grenoble parce que j'adorais Stendhal. Après, parce que quand j'ai lu en version originale les livres français, d'abord le premier était Le Petit Prince. Je voulais le lire en original, en version originale. Après, c'était Le Rouge et le Noir. Et là, j'étais complètement fascinée parce que j'ai mis un mois en lisant 14 heures par jour avec mon dictionnaire français-coréen. Mais j'étais tellement absorbée par ce livre, je me suis dit, je vais étudier Stendhal quand je serai en France. Donc je voulais partir à Grenoble, mais Grenoble j'ai écrit à plusieurs universités pour m'inscrire. Grenoble m'a répondu trop tard. Une fois que je suis arrivée à Lyon, ils ont envoyé leur réponse en Corée. Donc je n'ai pas pu. C'est le destin, de toute façon. Et donc j'ai des vagues à Lyon. À Paris, je ne pouvais pas, en raison financière, je n'avais pas assez de sous pour me payer le séjour. Donc je n'ai même pas postulé à Paris. Et puis à Lyon, ça me convenait sur tous les points de vue. Donc je suis descendue à Lyon comme ça. Quel est votre rapport à Paris? J'imagine que vous êtes venu souvent. Quel est votre rapport à cette ville capitale française? Ah ben c'est un amour, ça c'est sûr, c'est un amour. Même si tu vis pas, tu vis à Dijon parce que c'est ma vie privée là-bas. Mais si tu voulais, oui, si l'occasion se présentait, tu vivrais bien à Paris aussi. Mais moi, comme j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans à la campagne, j'ai besoin d'air aussi. Et puis, moi, tu travailles, je suis écrivain à temps plein, donc je travaille toute la journée. J'ai besoin de mon temps sans que personne ne me dérange, que la campagne me convienne très bien. Donc, même si tu vivais à Paris, ce serait la moitié. Donc tu vivrais la moitié à Paris, l'autre moitié à Dijon, que j'aime bien aussi. Mais Paris, j'adore. Quand tu viens à Paris, normalement, j'aime pas le métro parce que c'est très sale. Même si on me dit c'est parce que c'est ancien, historique, etc. Je n'arrive pas à m'habituer parce qu'en Corée, les métros, c'est récent, mais c'est très beau, artistique et tout, travailler. Donc, j'aime pas prendre le métro. Donc, à Paris, normalement, tu marches toujours. Et il m'arrive de marcher 20 km par jour. Parce que j'aime bien tous les coins regarder ou même penser, mais sans trop regarder. Et j'adore Paris. Je me demandais quelle était votre expérience en tant qu'étrangère asiatique ici en France. Et est-ce qu'il y a d'autres Coréens en France? Parce que je connais pas mal de Chinois, bien sûr, et de plus en plus de Japonais en France. Quelle est la communauté coréenne? Est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup. Oui. Une communauté importante dans toutes les villes, non seulement à Paris, mais dans toutes les villes. Mais bon, moi, au début, quand je suis arrivée à Lyon, comme je me sentais seule, j'étais dans la communauté coréenne. À l'époque, on comptait 200 étudiants parce qu'on est plutôt des étudiants. À Paris, il y a des autres personnes qui vivent en dehors des étudiants. Mais quand on vient en Europe, normalement, on est des étudiants. On vient étudier. Mais quand je suis restée dans la communauté coréenne, je n'apprenais pas à parler le français parce que c'était commode de parler tout de suite en coréen. Donc on parlait toujours le coréen. On dit, on va se parler en français. Oui. Après, 2 minutes après, en coréen. Donc je me suis dit, non, je ne suis pas venue pour parler le coréen en France. Sinon, j'aurais dû rester en Corée. C'est pas comme ça que je vais avancer en français. Donc j'ai décidé de me détacher complètement de la communauté coréenne. Depuis, donc c'était la première année, comme ça fait plus de 16 ans que je suis en France, ça fait 15 ans que tu ne fréquentes pas du tout la communauté coréenne, que tu sais qu'il y en a énormément, mais tu connais 2-3 Coréens, mais que tu contactes vraiment rarement, mais tu parles pas du tout le coréen, ni écrit en coréen.
Donc c'est d'abord ça la communauté. Et en tant que Coréenne, parmi les autres, parmi plusieurs Asiatiques, oui, la Corée n'est pas du tout connue. Et on me prend souvent pour une japonaise. Et puis c'est difficile déjà en tant qu'écrivain. Tu me dis, entre un écrivain d'origine chinoise, d'origine japonaise, il n'y en a pas qui écrivent en français, heureusement, mais d'origine coréenne. Et les gens s'étonnent qu'il y a une Coréenne qui écrive en français, parce que les Chinois, comme ils sont 1 milliard, il faut avoir 1 ou 2 écrivains qui écrivent en français, c'est pas beaucoup. Mais les Coréens, c'est un tout petit pays, en plus en français, alors qu'on est anglophone en plus. Et donc ils s'étonnent énormément. Et même quand je suis passée pour mon premier livre à la télé, quand j'ai parlé de ma passion française, après, les gens parlaient à la radio en se disant « Vous avez entendu hier soir la japonaise ?» Ah, c'est assez fort. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à imaginer qu'une Coréenne écrive en français. C'est parce que c'est trop loin. Et bon, même si je ne connais pas la Chine, comme la Chine est grande, elle est vaste et tout, et puis le Japon économiquement c'est une puissance. Donc, même s'ils ne connaissent pas le peuple, c'est le pays qu'ils connaissent, ils croient connaître. Mais la Corée, c'est un pays qui a émergé déjà beaucoup, mais c'est encore entre les puissances, c'est un petit pays. Donc il s'étonne énormément. Par contre, je ne me suis pas du tout frustrée par rapport aux autres Asiatiques, parce que j'étais toujours bien aussi parler français. Je crois que tu les adores, mais aussi ils m'adorent. Donc, je ne sais pas, c'est sur le plan affectif que ça a été attrapé, donc je n'ai pas senti cette frustration. Mais je pense que je comprends mes compatriotes, parce que souvent quand on est étudiant, on reste en dehors de la société française. On est en France, on est à Paris, on est dans une ville française, mais toujours en dehors. Donc on n'est jamais là-dedans. Donc on est toujours étranger. Et alors en tant qu'étranger, il faut une identité. Et comme on les prend toujours pour quelqu'un qui ne sont pas, donc ils se sentent frustrés. Mais moi, comme je me suis intégrée par mon amour du français et qu'en tant qu'écrivain d'expression française, comme je suis très bien intégrée, je n'ai pas par contre cette frustration. Je suis très heureuse, je me sens épanouie. Même parfois je trouve que je suis privilégiée par rapport aux autres, donc je suis très heureuse. Sinon, il y avait d'autres questions oui. Pour le Japon. Oui. En fait, le Japon, déjà, pour le contexte historique entre les années 1920 et 40, je les ai étudiés pour ne pas commettre d'erreurs. Oui. Et puis, comme il y a beaucoup d'animosité historique entre le Japon et la Corée, je ne voulais surtout pas critiquer. Moi, en tant qu'écrivain d'expression française, je ne peux pas susciter des animosités, inimitiés entre les peuples. Ce n'est pas du tout mon but. Donc, surtout comme je suis coréenne, je ne voulais pas qu'après la sortie de mon roman, qu'on dise parce que c'est une coréenne, elle critique le Japon d'un regard erroné, etc. Donc j'ai rigoureusement étudié l'histoire de l'époque. Et quand il y a sur le nationalisme, sur les ultranationalistes, les critiques, j'ai cité exactement ce que les intellectuels japonais de l'époque ont dit, ont écrit. Donc c'est documenté, je les ai cités dès qu'ils ont dit. Je n'ai jamais critiqué de ma propre initiative. Et puis, pour moi, c'était un défi parce que en tant que Coréenne, quand même, je suis comme Coréenne, et puis j'ai été éduquée en tant que Coréenne de l'histoire et tout. On avait une approche quand même qui éveille en nous cette animosité contre les Japonais, c'est évident, et la colonisation, c'est tout récente. Mais tu voulais vraiment devenir un écrivain universel. Donc, tu voulais pouvoir écrire en français un roman, même sur le Japon, avec un regard vraiment objectif, si possible affectif.
Donc, je voulais me placer en Yuki, vraiment en tant que japonaise, qui aime son pays, mais qui en veut aux ultranationalistes ou aux impérialistes de pousser sur la scène internationale la perspective japonaise qui n'est pas que impérialiste. Donc, je voulais vraiment traiter le Japon de l'époque. Précisément cette époque que j'ai traitée, c'est l'époque colonialiste. Mais je voulais vraiment regarder le Japon de l'époque avec amour. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour pouvoir sortir un roman objectif et d'un regard d'une japonaise qui est d'origine japonaise. Oui, oui. J'imagine que vous faites des allers-retours assez souvent maintenant entre votre pays d'origine et votre pays adoptif, la France. Et je me demandais si vous avez trouvé de l'inspiration dans ces mouvements entre deux. Le voyage, non seulement parce que tu fais beaucoup d'allers-retours entre la Corée et la France, mais en fait, j'adore le voyage. C'est... En Corée, par exemple, pour parler de l'horoscope chinois, on dit je suis né l'année de cheval, parce que alors c'est un grand voyageur. Je ne sais pas si parce que je suis native de l'année de cheval que tu voyages beaucoup, mais j'adore. Moi, j'aime pas des petits déplacements. J'aime pas du tout. Donc, soit je reste à la maison à écrire toute la journée pendant des mois, 3-4 mois, et quand je termine, tu pars loin. C'est ça. Moi, quand tu sors de ma maison, tu pars loin. Et j'aime pas des petites promenades comme ça. Ça me satisfait pas que je pars loin. Et le voyage, c'est toujours pour moi pour découvrir quelque chose. J'aime pas rester allongé à la plage des heures, à rien faire 15 jours. C'est peut-être de mon genre. Quand tu prends les vacances, c'est pendant 15 jours pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles connaissances à travers les paysages et les cultures. Donc le voyage, ça fait partie de ma passion. Ça me fait respirer. Je suis pas inspirée par mes voyages réels, mais je crois que ça fait partie de moi, que ça ressort dans les romans naturellement, sans que tu travailles particulièrement à ce thème. Sinon, aux États-Unis, je ne suis jamais allée, mais j'ai une famille, c'est mon oncle, toute la famille qui habite à Los Angeles. Donc, et puis historiquement, avec les États-Unis et la Corée, ce sont les deux pays frères. Donc, c'est aussi très naturel de me rapporter aux États-Unis, c'est aussi. Et puis sinon, en dehors des allers-retours entre la Corée et la France, tu voyages beaucoup, surtout dans au Moyen-Orient. Par contre, je n'ai pas beaucoup voyagé en Asie, parce que c'est toujours ça. On croit connaître dans les régions où on a grandi, mais alors que ce n'est pas vrai. Entre le Japon et la Corée, il y a une énorme différence. Mais j'avais toujours hâte de découvrir. Bon, je suis en France, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, c'est normal. Mais après, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, les pays que je ne connais pas du tout. Donc les voyages, je crois que quand je n'écris pas, je passe mon temps à voyager tant que la situation me permet. Mm-hmm. Et la langue française? Par chance, quand je préparais mon baccalauréat, on avait le droit de choisir entre l'anglais et la seconde langue étrangère pour passer le bac. Alors qu'avant, l'anglais était obligatoire et puis le français, on pouvait choisir comme option pour une petite proportion de notes. Mais là, tu pouvais choisir le français à la place de l'anglais. C'est ce que j'ai fait.
À la grande déception de mon professeur d'anglais, qui comptait beaucoup sur moi. Et voilà, et puis j'ai étudié, bon, mais au lycée, on avait 1 heure de cours par semaine, cours de français, alors que par exemple 5 heures de cours d'anglais par semaine. Donc on n'avançait jamais en français, on ne pouvait rien apprendre. On commençait à la A, B, C, D, et puis avant d'arriver au Z, le temps était déjà terminé. Donc tu ne pouvais pas compter pour préparer mon bac sur le programme scolaire. Donc tous les soirs, tu travaillais tout seul le français. J'avais fixé un objectif, donc chaque soir, une leçon. Donc tous les soirs, je travaillais le français, une leçon. Et donc ça me prenait à peu près 5 heures par nuit. Donc je me couchais à 2 heures du matin pour apprendre le français. Et c'est comme ça que j'ai appris le français tout seul. Mais ce qui n'est pas bien dans le système éducatif coréen, c'est que pour la langue étrangère, on commence à apprendre par la grammaire. Donc l'oral, ça vient très très tard, même peut-être des fois ça vient même pas. Donc c'est tout mon problème. Donc j'avais la grammaire toute acquise quand j'ai terminé quand j'ai passé mon bac. Et quand j'ai choisi à la fac la littérature française, par rapport à mes camarades, j'avais la grammaire, vraiment, c'était parfait, mais l'oral, c'était ni à l'oreille ni au parler, c'était zéro. Donc il fallait commencer à partir de l'oral déjà, comme si tu commençais de zéro, et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et est-ce qu'il y avait une culture derrière cette langue qui vous attirait aussi? Je pense à ce personnage Yuki dans les premiers qui allait au centre culturel français à Tokyo, au Japon, pour voir des films. Est-ce qu'il y avait des films aussi, de la musique, tout cela pour vous? Non, comme j'ai grandi dans une petite région au sud de Corée, il n'y avait pas de contact culturel avec le cinéma ou d'autres médias. Mais tu lisais, bien sûr les traductions, mais j'aimais beaucoup la littérature française. J'avais eu en cadeau Le Petit Prince de Saint-Exupéry et je l'ai eu comme cadeau d'anniversaire quand j'avais, je crois, 11 ans. Donc quand je l'ai lu, je l'ai adoré et j'ai plongé tout de suite dans cette littérature que je croyais la littérature française symbolique. Et je crois que ça a commencé avec Le Petit Prince pour la littérature française. Et puis la langue est venue en apprenant au lycée, avec ce professeur qui a si bien prononcé. Est-ce que vous rêviez à ce moment-là au lycée, quand vous étudiez la langue, etc., de venir en France? Est-ce que c'est devenu un rêve? Oui, non, je rêvais tout de suite. Oui. Non, mais en fait, quand j'ai commencé à apprendre le français, vraiment quand j'ai commencé à étudier la grammaire comme ça toute la nuit, pendant 5 heures, je me suis dit, parce que la littérature était toujours ma prédilection, même ma passion, mais avant c'était la littérature coréenne. Et que j'écrivais beaucoup, j'écrivais des poèmes aussi, des essais et tout. Et je lisais énormément, même pendant les cours des autres matières, je lisais des romans. Donc les professeurs n'étaient pas contents, ils me punissaient de temps en temps. Mais quand j'ai appris le français, je me suis dit, j'écris plus en coréen. Je vais écrire en français, mais bon, il fallait apprendre le français déjà. Donc je me suis dit, je ne vais plus écrire et j'attendrai jusqu'à ce que j'apprenne, j'acquière le français à un niveau suffisant pour écrire directement en français. C'était tout de suite ma décision, ma passion, et j'étais décidée, c'était même pas un rêve pour moi, c'était mon projet de partir en France. Depuis que j'ai choisi le français au lycée, et à la fac, tu ne lisais pas pratiquement en coréen. Tu lisais qu'en français en cherchant dans le dictionnaire français-coréen. Donc tu lisais un livre par mois alors que tu lisais 14 heures par jour. Mais tu lisais qu'en français. Donc tu ne lisais pas du tout en coréen. Donc, tu me disais à l'époque que j'étais très en retard dans les connaissances, dans les lectures, dans la culture générale. Je me suis dit, pendant que tu lis un livre par mois, combien les autres auraient lu? Et ça m'a beaucoup touché cette lacune. Mais après, j'ai rattrapé
étape, une fois que j'ai appris le français, j'ai tout relu, j'ai passé mon temps à lire. Et maintenant, quand je lis en français, avant c'était, quand je lisais en français, je réfléchissais le sens de la phrase. Maintenant, quand je lis en coréen, je fais comme si je lisais en français avant. Il faut que je réfléchisse ce que ça veut dire. C'est pas, ça vient pas comme ça directement. Et alors là, écrire en coréen. Oui. Moi, quand j'écris des lettres, avant en coréen, maintenant en français, une lettre, ça fait au moins 5-6 pages. Ça va en 20 minutes. Pas de brouillon. Mais maintenant, quand j'écris en français, oui, je fais ça. En coréen, il faut que je fasse 4-5 brouillons pour écrire une page de lettres parce que j'arrive pas. Et donc, traduire en coréen mon roman, j'aurais fait rapidement. Mais de le rendre en qualité littéraire, c'est impossible pour moi. Parce que mon niveau de coréen est resté au lycée. Au niveau au lycée d'une lycéenne. Donc mon coréen est nul. Et quand je rentre en Corée, je compose les phrases coréennes selon la syntaxe française. C'est vrai. Oui, tu fais exactement l'inverse de ce que tu faisais avant. Avant, au début, j'appliquais le vocabulaire, les mots en français dans la syntaxe coréenne, c'était ça. Maintenant, tu fais exactement l'inverse. Donc, mes nouveaux qui grandissent, ils trouvent que je parle bizarrement. Ils me disent, ma tante, tu parles bizarrement. Ils comprennent ce que je veux dire, mais c'est pas ça le coréen. Donc ils me le font remarquer. Est-ce que vous avez un petit accent aussi? Parce que parfois, à force de parler une autre langue, on a un accent dans la langue maternelle. Moi, à mon oreille, tu trouves que tu parles comme avant. Mais il paraît que ma prononciation est complètement différente. Oui, mes soeurs ou mes neveux, ils disent ma langue est complètement tordue. Donc tu parles plus le coréen comme avant. Mais même mes amis me disent si je parlais français en Corée, on me prendrait pour une étrangère. Et puis il me faut une seule fois je suis restée 1 mois en Corée. J'ai vu qu'il me fallait 3 semaines pour me remettre en coréen, pour parler correctement à peu près. Mais bon, après je repartais, donc c'était... mais j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer en coréen. Je vois. Mais ce qu'il dit, bien sûr, je comprends tout. Hein. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. quand tu réponds, tu balbuties énormément. Oui. Alors qu'avant, vraiment, j'étais oratrice quand j'étais en Corée. Oui. Moi, je crois que quand je parle de l'intégration, je crois que c'est linguistique. C'est-à-dire que c'est ce que ma plus grande ambition, c'était que le français remplace en moi le coréen, la langue maternelle. Donc, peut-être il faut dire que le français m'a intégré, ou j'ai intégré dans la langue française, je sais pas, mais enfin, bon, on fait l'amour ensemble, voilà, c'est ça. Mais c'est, en fait, et puis cet oscillement dans plusieurs étapes, dans toutes les directions, je crois que ça relève de ma curiosité, c'est mon envie de savoir toujours plus, j'ai envie de tout savoir, mais bon, bien sûr, ce serait impossible. Mais moi, j'ai appris la langue française pour écrire en français, mais je n'écrivais pas des romans que sur la Corée, parce que peut-être dans un sens c'est plus facile de situer mes personnages en Corée parce que je connais la Corée. Non, et c'est moi, je veux toujours travailler, étudier et mentalement, et puis sur le plan scientifique bien sûr, mais j'aime bien rester dans mon coin. J'aime pas rester dans mon coin. J'aime bien toujours sortir, explorer de nouveaux champs. Donc je crois que c'est ça. Je crois que le christianisme, quand tu es grandi dans la culture bouddhique, mais quand je suis entrée dans le christianisme, c'était ça, tout de suite, je lisais toute la Bible parce que je voulais tout savoir. À l'époque, j'étais collégienne, donc je ne comprenais pas philosophiquement peut-être, mais peut-être c'est poétique, peut-être la Bible.
mais j'adorais lire la Bible, donc j'avais en coréen, j'ai lu toute la Bible d'un seul coup. Et puis, donc, il y avait cette communion peut-être spirituelle quand je suis entrée dans la nef pour la première fois. Mais aussi cet inconnu qui m'est venu, ça m'a tout de suite attiré. Peut-être il y avait ça. Et maintenant que j'ai le français, j'ai intégré le français, et peut-être maintenant j'ai écrit sur la Corée, sur le Japon. Le troisième, ce sera pas en Asie. Donc j'ai bien dit à mon éditeur, parce que les éditeurs ont tendance à catégoriser parce que c'est comme ça fait. Bon, on a un écrivain qui va écrire sur l'Asie, un écrivain qui va écrire sur l'Afrique. Ça, je déteste, j'accepte pas, parce que c'est commode de faire ça, mais bon, pour l'auteur et pour l'éditeur peut-être. Mais moi, même si ça me demande du travail, énormément de travail, tu peux m'enrichir. Et puis je pense que c'est comme ça qu'aussi, que quand tu connais plusieurs cultures, quand tu accumules beaucoup de connaissances, tu deviens aussi écrivain universel. Parce que même si qu'en écrivant sur, par exemple, la Corée ou pour l'Afrique ou pour je sais pas quel pays, on peut toujours exprimer quelque chose d'universel, mais avec toujours une culture. Tandis que l'universel, il n'y a pas que la langue, il n'y a pas que la pensée, il y a toute la culture qui fait que tout cela fait l'universel. Donc moi, j'apprendrai toute ma vie de toute façon, et puis j'essaierai d'entrer toujours. J'ai dit à mon éditeur, parce que il m'a montré cette réaction pour mon troisième, et il attendait toujours que j'écrive quelque chose sur l'Asie. J'ai dit, ne vous attendez pas à ça avec moi, parce que je veux tout explorer. Je ne veux pas me limiter. Peut-être je vais revenir après, peut-être je vais écrire un autre roman sur l'Asie ou sur la Corée ou autre chose. Mais si j'écris sur ma vie quelque chose, ce sera certainement la moitié en Corée, ça c'est sûr. Mais j'ai dit, ne me limitez pas, ne me fixez pas en Corée. Donc ne vous attendez pas à cela, parce que tu vais me promener partout dans le monde entier, bon, non seulement physiquement, mais dans l'imaginaire aussi, et sur le plan des connaissances. Donc j'ai dit, moi, il n'y a pas de limite, et je n'accepte pas qu'on me donne là une limite. Vous êtes sensible à la question de la classification, c'est-à-dire, il y a André Makin qui, dans son livre Le Testament français, étant d'origine russe, il raconte que ses premiers livres, qui ont été écrits directement en français, se trouvaient sur les rayons de la librairie littérature de l'Europe de l'Est. Et lui, il arrive là et il dit, mais je les ai écrits en français, pourquoi c'est pas au rayon littérature française, ces livres-là? Bon, il y a beaucoup de questions qui sont là, l'identité de l'auteur, la thématique de l'œuvre, ça peut jouer un rôle. Si vous entrez dans une librairie et vous voyez vos livres, littérature de l'Asie, quelque chose sur les rayons pareils, est-ce que vous êtes affecté par cela ou est-ce que Évidemment, ça m'est arrivé. Que pourtant mon premier livre est sorti, et bien sûr je courais en librairie pour voir si mon livre était là. Bien sûr, il était là parce que j'ai été publié chez un chouette grand éditeur, et puis comme mon éditeur a beaucoup aimé, il a mis en avant et tout. Et en province, c'était moi. Et tu viens à Paris pour voir. Tu fais les plus grandes librairies. Et j'entre dans une librairie, puis mon livre était là. Au début, il y avait une grande librairie qui avait vraiment dans le rayon littérature française, en tête de gondole. Là, ça m'a complètement ébloui, c'était complètement complet. Et quand je suis allée dans une autre librairie, je n'ai pas trouvé un rayon de la littérature française. Alors, je me dis, ils n'ont pas pris mon livre. Et puis, comme ça, par hasard, tu vais voir la littérature asiatique, orientale. Tu trouves mon livre parmi la littérature orientale.
Alors là, j'étais très très choquée parce que je crois qu'on y tient, surtout parce que vraiment on a beaucoup travaillé pour écrire en français et pour faire quelque chose de littérature française. Oui. Et quand on classe, on nous renvoie à notre origine, on se sent rejeté. Je pense que c'est ça. Et puis, bon, pour l'apparition de mon deuxième livre, il n'y avait pas d'erreur. Je suis allée voir dans la même librairie. Il y avait mon livre, mon deuxième livre, mon premier livre, édition originale, mon poche et tout, là où il faut, bien sur l'étalage, en pile comme ça. Et là, ça m'a fait très très plaisir. Mais bon, j'avais rien dit pour mon premier, j'avais peur que le libraire carrément enlève mon livre, donc j'avais rien dit. Mais ça m'a beaucoup beaucoup choquée parce que j'ai ressenti à l'immédiat comme un rejet. J'ai tout fait, je suis venue en France, j'ai donné 15 ans de ma vie pour écrire en français. J'ai enfin publié ce livre et puis on me renvoie à mon origine. C'était ça, en fait. Et vous avez la nationalité française? Oui. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous dites « je suis écrivain de langue française ». Moi, vraiment, je n'ai aucun complexe de dire que je suis française. Et que je suis écrivain français. Et en fait, si on me dit je suis, surtout si un Français me dit je suis écrivain français, coréen, ça me fâcherait encore, toujours. Oui, oui. Mais bon, je serais moins sensible qu'à la sortie de mon premier roman. Oui. Mais toujours ça me fâcherait, ça me donnerait un petit chagrin. Mais vraiment, il m'est arrivé de réfléchir à ce que c'était la Corée et la France maintenant pour moi. Et moi, je me dis, la Corée, c'est comme... c'est mes parents. C'est mes parents et la France, c'est mon amour avec qui je vis. C'est exactement ça, je les aime tous les deux. Mais je vivrai toujours avec mon amour, bien sûr. Et puis, bon, mes parents ne vont pas mourir, hein. La Corée ne va pas mourir, elle sera toujours là. Mais... je ne sais pas, en plus j'espère que ça ne va jamais m'arriver. Si on me dit de choisir entre la France et la Corée, et c'est pourquoi je choisis la France, parce que c'est mon amour, c'est le cœur qui est là. Et puis, par exemple, quand il y a un match entre la Corée et la France, en plus ça va arriver en juin prochain. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que comme ma famille sait combien j'aime la France, quand on regarde encore ensemble un match, ce qui est arrivé en 2002 pour le match amical France-Corée, ma famille n'ose pas crier quand la Corée marque. Et moi, je n'ose pas crier quand la France marque. Et puis, c'était 3-2 pour la France. C'était bien parce que c'était pas 3-0. Oui. Et puis 3-2, c'était bon. On savait que la France était plus forte que la Corée. Et puis, bon, ça arrangeait tout le monde. C'était bien. Mais quand il y a le match entre la Corée et la France, je ne sais pas qui soutenir. Je suis là, je ressens un tiraillement. Mais par contre, il y a vraiment une grave crise et qu'on me demande de choisir. Maintenant, il faut choisir. Je crois que je vais choisir la France, même si après coup, même si la France me rejette. Je me demande si vous êtes, d'après ce que vous venez de dire, peut-être un écrivain postcolonial. Est-ce qu'on pourrait appliquer ce mot qui est souvent utilisé dans d'autres contextes, francophones notamment? Est-ce que vous êtes en quelque sorte un écrivain postcolonial? Et est-ce que, dans un autre sens, le pardon joue un rôle important dans votre écriture? Le mot pardon, je n'y pense pas tellement, mais je crois que c'est dans mon esprit, dans ma philosophie. Non, c'est un trop grand mot, la philosophie. Dans ma façon de voir les choses, plutôt que le pardon, l'indulgence à l'égard des autres. S'il n'y a pas l'indulgence dans ce monde, il n'y aura que la guerre, en petite forme, en grande forme. Mais
En fait, il n'y a rien qui ne se pardonne pas, je pense, dans la vie. Mais comme chaque ego tient à garder sa propre position, les conflits commencent de là. Et quand il y a les conflits, c'est difficile de céder, de regarder l'autre avec indulgence, de se dire c'est possible aussi. C'est ça ce qui est difficile. Donc c'est dans le premier roman qui est basé sur la religion, le bouddhisme enseigne toujours l'indulgence, la clémence. Et pareil dans le deuxième roman, en fait ça c'est le nationalisme plus, c'est dans le monde. Mais le nationalisme, le colonialisme ou l'impérialisme, tout pareil, ça c'est pour s'affirmer soi-même par rapport à l'autre, qu'on sort dehors, qu'on écrase les autres et qu'on s'approprie ce qui appartient aux autres. Donc moi c'est ce que je ne ferai jamais, je crois. Et peut-être sauf en amour, ce que je n'ai pas encore fait. Si tu tombes follement amoureuse d'un homme qui appartient déjà à quelqu'un. Mais d'ailleurs, en amour, là, on n'appartient jamais à quelqu'un, en fait. C'est notre conception qui est de l'appartenance qui dit qu'on appartient à quelqu'un. Mais en fait, non, moi, tu lutter, non, c'est trop, mais tu resterais toujours pour atteindre les conflits, pour servir d'intermédiaire, de médiateur et de médiatrice. Mais dans le deuxième moment avec Yuki, bon, il y a certainement les éléments biographiques parce que quand Yuki aime la langue française et elle vient en France et puis la façon de lutter contre les valeurs traditionnelles qui ne tiennent plus debout. Et ça, oui, ça fait partie de moi. Mais bon, la vie de Yuki, non, c'est loin de la mienne. Mais c'est sûr que toutes les luttes que représente Yuki contre la société qui est établie, contre l'ordre établi, ça ressort de moi. Oui. C'est précisément la langue française qui me le permet. Parce que pour moi, je me suis dit, quand vraiment je suis tombée amoureuse du français quand j'avais même pas encore 16 ans, je me suis dit, mais c'est une langue vraiment universelle. Mais tu chies vraiment à l'autre extrémité de la terre et que le français arrive comme ça et tu tombes amoureuse. Et c'est que cette langue a une capacité de pénétrer dans l'âme de l'être humain. Elle peut représenter l'âme humaine universelle. Pour moi, la langue française est la langue universelle. En écrivant en français, si tu l'utilisais pour polémiquer, pour moi, ce n'est pas dans l'esprit de la langue française. Donc je crois que précisément c'est mon amour du français qui me permet de me positionner en tant que pacifiste et en tant que modéré, mais je veux dire dans tout camp opposé, parmi tout camp opposé, sinon dans la vie pratique, je ne suis pas du tout modéré, je suis extrémiste de tout caractère, mais dans la façon de vivre, dans la vision du monde, je suis pacifiste et modéré. Donc moi je crois que ça vient de l'amour de la langue française. Il y a des gens qui ont choisi d'écrire en français en raison politique ou personnelle. Mais moi, comme j'ai vraiment choisi le français par amour du français, j'ai cette passion de défendre la langue française et d'écrire en français. Donc c'est ça, c'est pas parce que peut-être on écrit mieux que les écrivains d'origine française, mais les lecteurs étrangers savent bien que on n'a pas écrit sans peine, on s'est donné pour écrire en français. C'est pas parce qu'on a parlé de la naissance, cette langue qu'on écrit par loisir, un roman pour voir. Non, c'est pas du tout ça a commencé. Bon, il y a des écrivains d'origine française, des écrivains français d'origine française qui écrivent par passion, mais c'est vraiment ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne comprendront jamais, c'est combien nous, les écrivains,
qui écrivent en français, mais qui sont d'origine étrangère, nous avons dû travailler, nous donner tout entièrement pour déjà pouvoir exprimer en français, écrire en français, parce que parler en français est une chose, mais écrire en français, en plus des textes littéraires, est une autre, en est une autre. Donc c'est vraiment, c'est fait de, le résultat, un roman, même quelconque peut-être en qualité littéraire, est donné au bout d'un cheminement, vraiment d'un parcours de sueur, de larmes, de sang presque. Et peut-être ça ressort peut-être quelque part dans les livres que les écrivains en français d'origine étrangère écrivent, où inconsciemment les lecteurs savent qu'il y avait cette peine, tous ces efforts pour y arriver. Peut-être il y a cette émotion quelque part qui vient consciemment ou inconsciemment chez les lecteurs étrangers. Et une fois, moi parce que mon obsession, c'est toujours, quand je parle, bon, bien sûr, je fais des fautes de français parce que je ne réfléchis pas. Et puis, comme je parle très vite, et aujourd'hui, je fais vraiment un grand effort pour parler lentement, mais comme je parle très vite, et je fais des fautes, et puis après, une fois que j'ai sorti ma phrase, je me rends compte de ma faute, mais souvent, je ne reprends pas. Et sauf quand c'est quelque chose de très important, je reprends. Mais à l'écrit, on a tout le temps de corriger, relire, revoir. Mais malgré tout, mon obsession, c'est que si tu fais une faute, tu laisses une faute de français dans une phrase, on peut penser que parce que, même si c'est par erreur, par mégarde, on va penser que parce que tu ne connais pas le français. Tandis que si un écrivain d'origine française laisse des fautes parce qu'il ne connaît pas, bah, ils vont penser que c'est par mégarde. Et une fois, parce que j'écris beaucoup, je corresponds avec mon éditeur, le PDG de Fayard, Claude Durand. Je l'adore parce qu'il a une estime énorme pour moi, parce que justement, il apprécie tous ces efforts que j'ai fournis pour pouvoir écrire en français. Et vraiment, il apprécie à juste valeur ces efforts fournis. Donc, il m'encourage énormément. C'est un grand éditeur dans ce sens surtout. Et donc, il prend la peine de lire mon manuscrit, alors que ce n'est pas son boulot. Et puis souvent, les PDG ne lisent que des grands écrivains connus et médiatisés. Mais lui, il fait ce travail. Et une fois, je lui confiais cette frustration en disant que je ne sais pas si j'arriverai un jour d'écrire un roman entier sans une faute de français. Alors il m'a répondu tout de suite en disant « Croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. J'aimerais bien que beaucoup d'écrivains d'origine française... » Ah oui, parce que j'avais dit comme les écrivains d'origine française. Oui. Donc, il m'a dit « J'aimerais bien beaucoup d'écrivains français d'origine française fassent aussi peu de fautes de français que vous. » Et il m'a dit que tu pouvais le croire parce que vraiment, en 40 ans de son métier, il a lu des manuscrits. Donc ça m'a beaucoup encouragée. C'est aussi quand on retravaille le manuscrit, on m'a fait savoir que, parce que moi, bon, comme je n'étais pas publié, quand on donnait un manuscrit, on publie comme ça. Non, mais il y a quelques retouches et puis rapidement tout ça. Et moi, dès qu'il y avait quelques noirs au crayon, je croyais que, oh là là là, cette faute, j'aurais pu corriger moi, mais pourquoi tu as laissé? J'étais complètement... j'avais honte d'avoir laissé ces fautes-là et tout. Mais en fait, on m'a fait savoir que ça, c'est rien. Et parce que, en fait, beaucoup d'écrivains qui écrivent même les fautes d'origine française, on retouche complètement le texte, donc on coupe. Moi, j'aime bien qu'on coupe mon texte parce que moi, je veux éliminer tous les mots superflus. J'aime pas gaspiller des mots. Donc quand j'écris après, quand je retouche, bien sûr, je corrige les fautes de français, mais j'élimine tous les mots qui sont pas absolument nécessaires. Donc,
il y avait même un libraire qui croyait que tu faisais des phrases courtes parce que tu ne savais pas faire des phrases, longues phrases. Ah bon? Alors que comme au début, comme j'apprenais le français, comme j'ai beaucoup aimé Proust, tu faisais des phrases qui s'allongeaient 10 lignes. Et c'est pas parce que tu ne sais pas faire. Oui. Et il y avait un libraire comme ça qui pensait que tu faisais des phrases courtes parce que tu ne savais pas faire de longues phrases. Et c'est moi, tu demandes à mon éditeur, quand il relit, quand il retouche, de couper. S'il trouve lui aussi des mots superflus. Donc c'est ce qu'on me fait. Mais vraiment, les ratures, surtout on n'ajoute pas un seul mot. C'est moi qui, si tu veux ajouter, ajoute. Et puis, moi, mon travail aussi, c'est de remplacer les mots répétés. C'est ça. Mais vraiment, c'est rien du tout, quoi. Mon texte, c'est toujours appartient à 100% à moi, que je suis très, très fière de publier mon livre. Personne n'a écrit à ma place une ligne, personne n'ajoute. Et couper, tu permets toutes 3 lignes si c'est superflu, si ce n'est pas une explication absolument nécessaire, si ce n'est pas une description vraiment qu'il faut là, juste où il faut. Parce que tu travailles beaucoup. Parce que même pour la description, vraiment, tu n'aimes pas étaler. Tu veux bien la quantité qu'il faut là où il faut. Mais tu n'aimes pas, comme à la Balzac, faire des descriptions de paysages ou psychologiques, des pages entières. Donc, je demande à mon éditeur de couper tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, que mon style soit, comment dirais-je, limpide, brève, en tout en disant ce que j'avais envie de dire. Donc, je suis très très contente je me sens toujours à 100% propriétaire de l'auteur de mon livre. Je ne suis pas frustrée du tout. Moi, vraiment, ce que je voudrais faire en tant qu'écrivain, surtout d'expression française, c'est de dépasser toutes les frontières. C'est-à-dire non seulement géographique, politique ou culturel, mais même dans l'âme humaine, c'est ce que je veux. Donc c'est dépasser toutes les frontières, c'est déjà comprendre le livre, que tout le monde doit pouvoir apprécier mon livre, qu'il aime ou pas, ça c'est une question secondaire. J'admire beaucoup ce que moi j'interprète comme un geste de courage, c'est-à-dire de quitter votre pays, de venir vers la France. Et on voit, moi j'entends en vous écoutant, l'ambition que vous aviez. Est-ce qu'il y avait des moments où vous vous êtes douté, où vous avez eu des doutes sur ce chemin que vous avez pris? Oui, c'est sûr. Le doute sur l'amour de la langue française ou de la littérature française, pas du tout, jamais, jamais. Mais le doute sur la réalisation de mon rêve, surtout quand je n'arrivais pas à trouver d'éditeur, je me disais que ça va rester un rêve et que je vais peut-être retourner en Corée enseigner le français comme mes professeurs de français en coréen. Et puis j'aurais fait tout cela, j'aurais passé toutes ces nuits blanches pour enseigner à la fin en coréen le français. Et c'était un moment de désespoir. Et surtout, avant que le Bon Dieu, la femme tendue soit publié, il y avait un autre manuscrit qui reste dans le tiroir. Et j'étais étudiante en DEA. Et je l'avais écrit, donc j'avais beaucoup de difficultés à l'écrire. Et j'avais envoyé à une vingtaine de maisons d'édition par la poste. Et il y avait une maison d'édition qui a été intéressée. Et un lecteur est venu me voir jusqu'à Lyon. Mais à la fin, il a dit que l'histoire était très bien. Mais bon, il y a beaucoup de fautes de grammaire, mais c'est pas grave. on va y travailler. Mais il voulait que tu changes la deuxième partie de l'histoire, surtout le dénouement. J'ai dit non. Alors à l'époque vraiment j'étais complet parce que je n'avais pas le droit de dire non. Oui. C'était déjà bon qu'on me publie et j'ai dit que non, je ne vais pas changer.
Et je ne savais pas qu'on changeait à l'époque, tellement on pouvait faire travailler le manuscrit. Donc tu dis, ah non, c'est mon histoire, tu ne changes pas. Donc ça n'a pas été publié. Oui. Donc j'étais déçue. Mais ça, j'ai accepté. J'étais déçue, mais j'ai accepté parce que je savais bien qu'un premier roman, c'était toujours comme ça. Mais Le Bon Dieu et la femme transie, quand je l'ai écrit, c'était avant de terminer mon doctorat. Parce que si mon livre est publié, je ne comptais pas terminer mon doctorat. Je me suis dit, on n'a pas besoin d'être docteur ès lettres pour être écrivain. Donc je ne comptais pas terminer. Et puis je ne supportais pas les contraintes du professeur. Fais-moi ça, fais-moi ça. Je ne supportais pas tout ça. Donc je ne comptais pas terminer. Et puis bon, j'avais lu, comme j'ai étudié sur André Breton, j'ai vu qu'André Breton aussi avait abandonné ses études de médecine tôt, donc il n'avait aucun diplôme universitaire. Et alors qu'il avait déjà 40 combien, non 30, quel âge il avait? Si, il avait 41 ans je crois. Quand il voulait partir au Mexique avec un fonds, avec un fonds du ministère du ministère culturel, de la culture française, on lui a refusé parce qu'il n'avait pas de diplôme universitaire. C'était absurde. Le fondateur du surréalisme que tout le monde entier connaît, on lui refuse quelque chose parce qu'il n'avait pas de diplôme universitaire. Donc je me suis dit, si ça m'arrive à l'avenir, oui. Peut-être ça va servir. Bon, j'avais ma maîtrise de mon terrain, mais aussi le doctorat, c'était mieux. Et donc j'ai continué à faire ma thèse, mais en même temps j'ai écrit ce roman. Et j'ai terminé le roman avant, parce que c'était ma passion. Oui. Et j'ai envoyé aussi à une vingtaine de maisons d'édition, le refus tout de suite. Donc ça allait rester dans le tiroir. Oui. Et une fois que j'ai terminé, alors c'était... Ah oui, il y avait une grande maison d'édition qui m'a appelé, le directeur littéraire qui m'a appelé, en disant c'est bien votre manuscrit. Bon, le vocabulaire est un peu pauvre, mais vraiment c'est bien écrit et tout. Mais la dernière question, est-ce que vous êtes bousculé? Alors je dis, comme je ne savais pas mentir à l'époque, maintenant je n'ai pas besoin de mentir. À l'époque je ne savais pas mentir, j'ai dit non. Et au bout de quelques jours, il m'a envoyé, il a raccroché le téléphone en disant qu'il allait faire lire à son comité de lecture mon manuscrit. Je ne pense pas, parce qu'il m'a renvoyé au bout de 3-4 jours. Avec un courrier, si vous voulez récupérer votre manuscrit, envoyez-nous un chèque de 30 francs. C'était odieux, quoi. Alors qu'il m'avait téléphoné parce que ça l'intéressait. Donc j'étais, avec ce deuxième manuscrit, j'étais vraiment, vraiment déçue. C'est là que j'ai commencé à douter. Et puis bon, alors j'ai ressenti vraiment la nécessité de terminer mon doctorat à ce moment-là. Donc j'ai terminé ma thèse, j'ai soutenu avec la mention très honorable. Et puis après ma soutenance, bon, j'étais pas contente, j'étais pas satisfaite, j'étais pas du tout fière de mon diplôme, parce que c'était pas ça ce que je voulais. Et j'étais vraiment frustrée. Et puis il fallait que je rentre maintenant en Corée, parce que j'ai terminé mon doctorat. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bon, mes amis, j'avais fait lire mon manuscrit à mes amis, mais ils m'ont dit, t'as tort de le laisser dans le tiroir, essaye. Mais comme j'avais essayé avec toutes les grandes maisons d'édition, toutes les maisons connues, une vingtaine, j'avais fait. J'avais plus le courage, je savais bien qu'aussi sur leur ordinateur, il y avait mon nom, donc ils allaient refuser tout de suite. Et j'ai cherché sur Internet les concours littéraires. C'est comme ça que j'ai repéré la fondation Sino-Delgica. Mais je n'y croyais pas tellement parce que je me suis dit, comme les prix littéraires, les concours aussi, ça doit être entre un peu à peu près. Mais je l'ai envoyé quand même. Et puis c'était l'année de la Coupe du Monde là, en 2002. Oui. Et je suis entrée en Corée, me reposer un peu. Oui. Et quand je suis revenue, en plus je l'ai envoyé vraiment à la date limite de l'envoi.
Et quand je suis revenue en France, on m'a envoyé, j'ai reçu un courrier de la fondation en disant que vous êtes la lauréate. Je ne sais pas quoi, vraiment. J'ai relu 3 fois la lettre pour m'assurer que c'était vrai. Et puis, comme à la remise de prix, il y avait toutes les personnalités des médias, de la presse, et puis les d'autres grandes personnalités. Quand le livre est sorti, tout le monde s'est souvenu de moi. Donc à la télé, à la radio, la presse écrite, on m'a invité partout. Est-ce que ça a suscité des réactions particulières chez les lecteurs? Parce que est-ce que vous voyez aussi peut-être votre écriture comme une sorte, non d'apprentissage, mais d'évoquer justement des situations qui peuvent être autres que les situations en France? En fait, le lecteur français, c'était un de mes plus grands bonheurs parce que mon défi, c'était ma plus grande crainte était est-ce que les lecteurs français accepteraient bien, surtout mon premier roman, le milieu religieux bouddhique, alors qu'ils sont catholiques et qu'ils ne connaissent pas du tout, mais ils ont adoré. Et un des plus grands compliments pour mon premier roman, c'était quand les lecteurs en général me disaient qu'il n'y a aucun problème pour comprendre. C'est ce que je voulais. Donc, quand j'ai étudié le bouddhisme, vraiment c'est lourd, c'est philosophique. J'ai laissé tout le poids philosophique de côté, justement pour prendre que les enseignements essentiels que tout le monde peut comprendre. C'est ça l'universalité. Donc, même si c'est dans le cadre bouddhique, je voulais que les lecteurs français ou occidentaux apprennent à la fois ce que c'est que le bouddhisme dans son naissance, en même temps sans avoir à réfléchir, à se tordre le cerveau pour le comprendre. Comprendre facilement, en même temps découvrir une autre culture. C'était ça mon défi. Apparemment, il n'y avait aucun problème. Donc les lecteurs étaient ravis de cet exotisme et d'apprendre ce que c'est que le bouddhisme, parce que pour eux, c'était toujours Dalai Lama qui était le bouddhisme. Bon, on se saluait en joignant les mains, c'était ça le bouddhisme. Donc ils étaient très contents, moi aussi. Et puis sinon, pour les restrictions que les moines subissent dans les revues monastiques, apparemment ça n'a pas choqué du tout les Français, parce qu'il y a les moines aussi catholiques qui mènent la vie identique. En plus, quand mon premier roman a eu le prix Synode Ducat, qui est une fondation, la fondation Synode Ducat, c'est une fondation privée qui récompense un manuscrit d'un auteur qui n'a jamais été publié. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver un éditeur, parce que j'ai eu ce prix, sinon je n'aurais pas trouvé d'éditeur. Et là-bas, les membres du jury sont des académiciens de l'Académie française de tous. Et sauf une personne, c'est un père catholique qui est professeur à la Sorbonne. Et il présentait parce qu'il y avait la cérémonie de la remise de prix, il présentait mon manuscrit devant le public. C'était des grandes personnalités parisiennes qui étaient tous là. Et justement, c'est ce qu'il disait, parce que c'est un père, et il est bien placé pour le dire. Il disait, on pourrait transposer terme à terme ce roman dans les autres milieux religieux occidentaux. Donc je pense que c'est pour ça que les lecteurs français aussi n'avaient pas de difficulté à comprendre ce milieu, parce que ça existe, la vie monastique qui est identique à celle-ci. Je pense que ce sera mon défi permanent, c'est de pouvoir raconter n'importe quelle culture et avec mes personnages placés dans n'importe quel lieu, mais sans que les lecteurs orientaux occidentaux ne ressentent les difficultés à les saisir. C'est tout en découvrant une nouvelle culture à travers mon roman. Je voudrais que les lecteurs
s'y retrouvent. Je crois que c'est ce que je veux faire à travers la langue française. Je me posais une question par rapport au fait d'être femme écrivain. Est-ce qu'on pourrait voir les livres comme des bébés, comme des enfants, etc. Quelle est votre conception de la maternité telle qu'elle est décrite dans ces ouvrages? En fait, mon premier roman, le personnage principal a été un homme, parce que moi, je me sens plus à l'aise quand je choisis mon héros, un homme, pour mon héros. Parce que quand tu choisis une femme, je suis mal à l'aise parce que j'ai tendance à y entrer moi-même. Tu perds certaines objectivités. Donc tu préfères, et puis je sais pas, depuis l'enfance, j'étais très amie avec les garçons. Et puis même maintenant, je m'entends mieux avec les hommes peut-être que les femmes. Peut-être parce que moi, j'ai pas le plaisir à peut-être bavarder comme nous les femmes faisons souvent et de s'occuper des petites choses ou des shopping et même donc tout ça c'est hors de mes champs de la vie quotidienne, donc peut-être il y a ça aussi, mais la façon de penser c'est plutôt, je crois, c'est proche des gens. Quand je discute avec les gens des choses et d'autres, on est toujours en accord, même si on a des avis différents, on s'entend tout de suite. Mais avec les femmes, bon, j'aime bien de discuter de temps en temps avec mes amis, mais je ne cherche pas la compagnie des femmes. Donc il y a ça déjà. Et deuxièmement, la maternité. Ça fait longtemps que je suis mariée, mais je n'ai pas encore d'enfant parce que je n'ai pas eu le temps d'abord. Et puis, pour moi, je suis tellement prise par l'écriture. Tu n'es pas du tout besoin de concevoir un bébé physiquement, biologiquement. Donc j'ai beaucoup de mal. Donc là, je me dis quand même, peut-être je vais faire un enfant. Mais c'est vraiment pas ma priorité. Par contre, j'adore les enfants. Aussi, c'est un problème parce que si j'ai un enfant, je ne sais pas comment je vais partager l'affection, si j'arriverai à bien séparer les deux. Donc j'appréhende en quelque sorte d'avoir un enfant et perdre un peu de ma passion de la littérature, je me demande. Mais ça m'étonnerait peut-être au départ, 1 an, 2 ans, mais après ça pourra revenir. Donc je ne sais pas du tout ma priorité de devenir mère et tu me passerais bien aussi. Mais par contre, j'aimerais toujours les enfants et j'adore être en compagnie des enfants. En plus, quand tu es avec les enfants, tu deviens comme des enfants. J'aime bien jouer avec les enfants, donc ça va très très bien. Mais dans mes romans, tu ne sais pas pourquoi il y a chaque fois la maternité. Je ne sais pas du tout cette irruption. Ça vient comme ça en concevant mon roman ou en écrivant. Mais je ne dis pas volontairement. Tu ne les places pas volontairement. Ça vient en écrivant. Donc je ne sais pas pourquoi ça ressurgit comme ça. Et puis sinon, avec ma mère, pour moi, j'avais une relation très très attachée, très très forte. Je l'ai perdue il y a 6 ans. Mais parce que d'autant plus que j'ai perdu mon père quand j'avais seulement 5 ans. Ah bon? Donc ma mère, elle s'est occupée de 5 enfants tout seule. Et puis c'était une mère vraiment que j'échangerai avec aucune autre. Il y a vraiment dans la relation entre mère-fille, il n'y a pas mieux que la nôtre. Est-ce qu'elle comprenait votre décision de venir en Non, France, votre amour pour la langue française? Elle ne comprenait pas du tout. Elle ne savait même pas ce que c'était que le français. Et elle ne savait même pas où était la France. Elle a beaucoup souffert, bien sûr. Elle a beaucoup pleuré. Moi, j'étais comme une folle amoureuse qui parlait. Tu sais, quand j'ai quitté la Corée pour la première fois,
Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui quittait, qui partait pour la France, surtout les États-Unis, on savait parce on se sent proche et tout. Mais ma famille, mes cousins sont aux États-Unis. Donc, si je ne suis pas aux États-Unis, elle aurait senti moins de chagrin. Mais comme elle ne connaît pas du tout la France, elle ne sait pas ce que c'est que le français, elle ne savait pas du tout pourquoi j'allais partir. Alors je lui disais toujours, je vais faire un doctorat, après je vais revenir enseigner à la fac. Et puis comme ça, je serai tout le temps à côté de toi. Mais bon. Et quand je partais quitter pour la première fois la Corée, à l'aéroport, il y avait toute ma famille. Et ma mère s'effondrait en larmes. Et moi, je suis partie sans verser une goutte de larmes. J'étais tellement contente de partir. Et c'était ça. J'étais tellement égoïste. Et donc, elle ne comprenait pas. Elle a beaucoup souffert. Et elle a beaucoup pleuré aussi. Et moi, j'ai pleuré après son décès. Quand je suis rentrée, en revenant, pour la première fois, j'ai pleuré pendant tout le trajet de l'avion, tout le vol de l'avion, parce que je me suis dit, oui, déjà en rentrant, quand ma mère elle est décédée, en rentrant, j'ai pleuré beaucoup, parce que je me suis dit, mais elle ne sera pas là pour m'attendre. Et ça, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à réaliser. Déjà, je n'arrivais pas à croire que ma mère était décédée, mais je n'arrivais pas à réaliser qu'elle ne sera plus là parce qu'elle courait les bras ouverts quand j'arrivais, et elle pleurait et tout. Oui. Et je me suis dit, mais quand je descends, il n'y aura personne. Et quand je repartais, tu pensais à elle qui pleurait quand je partais au début. Et je me suis dit, mais je n'avais pas versé une larme. Est-ce que c'était possible? Et je me suis sentie tellement vraiment indigne d'être... en plus, c'était le bébé de la famille, donc pour elle, c'était vraiment difficile de se séparer de moi. Et voilà, c'est ce que ma mère a été. Et puis, moi, j'ai été en tant que fille amoureuse le français à ce moment-là, c'était un être humain, c'était plus qu'un homme, parce que j'ai jamais aimé un homme aussi fort. Donc l'amour de l'homme, ça vient après l'amour de la langue française. Donc si on m'empêche de vivre ma vie d'écrivain, il n'y aura pas d'homme.